Hey, salut Ben, salut à tous. Salut Ravi de, Cécile. ravi de te retrouver, vous retrouver en cette nouvelle année. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour cette nouvelle année, Ben? Bah écoute, c'est Virginie qui me l'a soufflé. On peut se souhaiter une bonne e-année. Une année 2023 avec de l'IA dedans. On n'y coupera pas, hein, qu'on le choisisse ou pas. Euh, 2023 sera l'année de l'arrivée de l'IA dans nos vies très concrètement. Bon, alors c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on avait envie de se positionner, même s'il y a énormément de webinaires, d'articles qui inondent en ce moment nos boîtes mail et les réseaux sociaux. Et puis voilà, nous on avait envie surtout d'apporter un nouvel éclairage à toute personne, soit si tu l'as déjà comment testé ou non, mais te montrer d'ouvrir les possibles. Et puis on n'a pas on va pas présenter les menaces et les opportunités. Ça, je pense que ça a été largement fait parce que on considère que pour nous, c'est pas vraiment un choix de j'y vais pas, je l'utilise ou je l'utilise pas. On considère que l'IA, d'une manière générale, et ChatGPT va amener de nouveaux usages. Et en fait, comme Internet, on va pas pouvoir y échapper quelque part. Et donc, l'idée, c'était de vous montrer ces nouveaux usages et comment ils peuvent être appliqués aux entrepreneurs. Voilà, faites-nous un petit coucou si vous êtes bien là. Je vous rappelle qu'on répond à toutes les questions en commentaire, soit au moment où c'est posé, ou éventuellement plutôt, il y a une partie qui sera dédiée à la fin. Salut Yvonique. Oui, on y est. Et ne prenez pas de notes, on va vous envoyer le support comme on va. C'est une émission avec beaucoup, beaucoup de choses, donc on vous envoie le support juste après. Voilà, toutes les personnes qui sont inscrites recevront le support. Donc, il n'est pas trop tard pour vous inscrire si vous arrivez sur ce live. Salut Pierrick. Alors, on démarre en vous expliquant. Non, je voulais vous montrer le plan. On n'est pas le. Non, voilà, on va vous présenter 5 trucs à partager et puis on va surtout vous demander votre point de vue et les questions. Donc, d'habitude, on fait ce qu'on voit et ce qu'on vit, mais là, comme c'est arrivé vraiment très rapidement, on va passer directement aux 5 trucs qu'on souhaite te partager pour te permettre de te saisir ChatGPT de manière très concrète dans ton quotidien. Alors déjà, pourquoi on veut parler de ChatGPT? Parce qu'on considère que c'est super utile aux entrepreneurs et à tous les entrepreneurs, que ce soit solo-entrepreneurs ou entrepreneurs avec des petites équipes. Sans doute que les grosses entreprises vont mettre plus de temps à l'intégrer dans leur pratique. Donc, en tout cas, on sait que là, ceux qui sont avec nous sont plutôt des petits entrepreneurs. Nous, on voit ChatGPT comme un super assistant. Donc, ça permet de remettre les choses à leur place parce que c'est vrai qu'on a constaté que beaucoup de gens ont essayé ChatGPT et on fait ouais, bof, c'est pas terrible. Et nous, on considère que c'est pas l'outil qui est pas terrible, c'est l'utilisation ou l'expérience qui en a été faite, qui a pas pu être optimisée. Donc, on a vraiment envie de vous montrer comment l'optimiser et de le replacer comme un super assistant. L'idée, c'est pas que ça va vous remplacer, parce qu'il y a aussi, je pense, toutes ces craintes liées à l'intelligence artificielle. C'est un assistant, un collaborateur, un coéquipier qui va pouvoir te faire gagner du temps, beaucoup de temps, surtout sur des tâches qui ne sont pas fondamentalement excitantes, on va voir, qui vont te faire gagner aussi de la créativité. C'est pour ça qu'on parle d'assistant, en fait. On parle souvent de l'entrepreneur comme étant seul. Bah là, en fait, l'IA fait partie de ton équipe et puis c'est aussi des nouvelles opportunités de métier, etc. Mais
ce qu'on voulait te montrer, c'est que c'est toi qui restes le chef. C'est-à-dire que ça va peut-être. C'est vrai que souvent les craintes se situent au niveau de l'humain, de dire oh là là, ça va remplacer l'humain, mais ça va peut-être mettre encore plus d'humain finalement dans nos quotidiens, puisqu'on va pouvoir apporter là où l'humain a vraiment de la valeur ajoutée. Et puis, l'outil ne fait rien tout seul. C'est-à-dire que de la même manière qu'un super assistant ne fait rien tout seul, il faut lui demander des choses, il faut lui donner des directives, il faut l'entraîner, il faut lui apprendre, lui donner de la matière. Et ben là, c'est la même chose. Donc peut-être qu'il y a eu des effets déceptifs parce qu'on en attendait comme quelque chose qui allait faire à notre place. Et puis, on parlait d'usage. Et il faut bien comprendre aussi que c'est un usage à apprendre. Il va y avoir de l'apprentissage à utiliser les intelligences artificielles. Parce qu'il n'y a pas que ChatGPT, hein, vous avez bien vu. On en utilise d'ailleurs déjà, on ne le savait pas. Et il y en a d'autres qui vont arriver. Et c'est un usage qui est différent de l'usage qu'on connaît aujourd'hui du moteur de recherche de Google. Et souvent, quand on essaye ChatGPT, on l'essaye comme Google. Et donc, ça donne un truc vraiment pas terrible. Voilà, donc c'est aussi ça qu'on avait envie de te montrer ce matin. Donc, on va aborder 5 points. D'abord, t'expliquer un petit peu ce que c'est ChatGPT et comment il est composé. Comment tu peux parler avec ChatGPT, puisque tu vas comprendre que c'est un outil de conversation. Le style, parce que c'est très important et c'est souvent ce qui n'est pas dit ou ce qu'on n'a pas pu voir dans d'autres interventions. Et puis évidemment, on te montrera l'ensemble des usages marketing. L'idée, c'est de t'ouvrir le champ des possibles. On ne va pas détailler tous les usages, mais c'est pour te montrer que c'est vraiment tout ce que tu peux ou veux en faire et puis comment tu peux aller plus loin. Voilà, n'hésitez pas au fur et à mesure à poser vos questions dans le chat. Alors, qu'est-ce que c'est ChatGPT? Alors, ChatGPT, c'est déjà un nom super bizarre. Le GPT, en clair, c'est un transformateur générique pré-entraîné. Voilà, donc ça appartient à l'OpenAI. L'OpenAI, c'est une structure californienne, un laboratoire de recherche qui a été créé en 2016, en fait. Pour info, donc Elon Musk était au départ de l'idée. Il a quitté la structure en 2018 pour conflit d'intérêts avec Tesla. Et aujourd'hui, Microsoft fait partie des très, très gros partenaires. Donc, ce qui veut dire que concrètement, dans l'année 2023, tous les outils Microsoft vont embarquer de la technologie OpenAI et du ChatGPT. Voilà. Depuis donc cette intelligence artificielle, OpenAI a différentes gammes de produits. Ils ont notamment des générateurs d'images que vous connaissez sûrement, DALL-E, des générateurs de musique, Musnet, des générateurs de langage, donc le fameux GPT, le GPT-3 qui est disponible depuis juin 2022. Et ce qui est très nouveau et ce qui fait que ça explose médiatiquement, c'est le ChatGPT qui arrive donc il y a moins de 2 mois. Voilà. Il est aussi annoncé donc un générateur de vidéo dans l'année 2023. Donc vous voyez que l'intelligence artificielle, elle peut vraiment prendre des sorties différentes de l'image, de la musique, de la vidéo, du langage, et que demain, ces différents outils vont probablement parler entre eux. Donc nous, on va parler aujourd'hui de cette petite partie qui est ChatGPT, qui a explosé les médias parce qu'il est simple, parce qu'il est en langage naturel, contrairement au GPT-3 qui est plus puissant que ChatGPT en termes de contenu et de fonctionnalité, mais qui n'est pas en langage naturel. Ce qui a fait le succès médiatique de ChatGPT, c'est qu'un enfant de 7 ans peut parler à ChatGPT. Alors, est-ce qu'on dit chat... Pardon. Ouais, vas-y. C'était Yvonne qui disait, est-ce qu'on dit GPT ou GPT? Ça dépend si on veut le dire en français ou en anglais. Yvonne, j'aimerais que tu me dises comment on le dit en breton, s'il te plaît. Alors, ChatGPT, donc ces 3 fameuses lettres qu'on prononce comme on veut. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le ChatGPT, il travaille sur un corpus de données qui est énorme, qui sont des données de type livres, articles, brevets, forums, réseaux sociaux. ChatGPT s'est nourri de nos conversations sur les réseaux sociaux et puis d'à peu près 10%
du contenu web disponible. Donc, il s'est nourri et il est déconnecté aujourd'hui du web. C'est-à-dire que toutes les dernières données d'entraînement de ChatGPT datent de fin 2021. Donc, il va être très, très nul sur l'actualité. Il n'a pas accès à l'actualité. Il n'a pas accès au web en temps réel non plus. Ce qui est super important, c'est de savoir que 80% du corpus qui a nourri ChatGPT est en anglais. Donc, il s'est mieux entraîné en anglais, donc il est plus performant si vous l'interrogez en anglais. Donc, pour avoir des choses assez précises, moi, je vous conseille de formuler en français, si vous n'êtes pas bilingue, de faire traduire et d'interroger ChatGPT en anglais. Vous pouvez faire la traduction dans ChatGPT ou à l'extérieur. Mais ce qui paraît le plus important et ce qui a fait le succès de ChatGPT, c'est vraiment le mot chat, qui veut dire donc la conversation. Ça change tout en fait, parce qu'on va pouvoir lui parler comme on parle à sa voisine. Surtout, on va pouvoir ouvrir des conversations qui vont s'enrichir au fil de la discussion. On n'est pas dans « je pose une question, j'ai une réponse », et la question d'après va être déconnectée du contexte de la première question. Là, imaginez à chaque fois que vous ouvrez un chat, une conversation dans ChatGPT, vous ouvrez un sujet avec quelqu'un et vous allez pouvoir, comme dans un entonnoir, enrichir le sujet que vous avez soumis. C'est vraiment le truc le plus différent. Et c'est aussi pour ça, comme disait Cécile, quand on lui parle comme à Google, ça ne fonctionne pas. Parce que Google, on pose une question, on a une liste de réponses, et après on change la question. Et il ne se souvient pas spécialement de ce qu'on lui a dit avant. Là, c'est une conversation. Donc le mot le plus important dans l'usage, c'est le mot chat. Alors, les trucs que ChatGPT sait très bien faire. Donc tu peux lui demander de coder, puisqu'il gère tous les langages humains dans toutes les langues et tous les principaux codes de codage informatique. Et il sait aussi passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'il peut passer du langage naturel à du code, il peut passer du code A au code B, du code B au langage naturel. Il sait très bien analyser, synthétiser, trier, classer, ordonner, questionner. Il est très fort dans le quiz, ChatGPT. Il peut déduire, il peut comparer, il peut traduire, il peut corriger. L'orthographe et la grammaire en français, c'est pas top, mais en anglais, c'est pas mal. Il peut comprendre ce que tu veux faire, il peut expliquer, c'est un excellent prof. Et là où ça me paraît le plus important dans les usages marketing, c'est qu'il est très bon dans la création, et c'est ça qui est hyper troublant. Moi, j'avais la croyance que l'IA pourrait faire tout, mais que nous, on garderait notre créativité humaine. Et en fait, non. ChatGPT est très, très, très bon dans la création d'idées, de noms, de concepts, d'histoires. Finalement, la créativité, c'est faire des liens entre des choses. Et ChatGPT, il fait des liens entre 175 milliards de données de corpus. Donc, il a une puissance de feu infinie dans la créativité. Et puis là où on l'attend le plus naturellement, c'est sur la rédaction de textes, de scénarios, de scripts, de vidéos, de slogans, etc. Marie-Églantine dit qu'elle a enfin des conditions générales de vente grâce à ChatGPT. Le truc qui n'est pas le plus sexy à faire, c'est vrai. Salut Marie-Églantine. Alors parler avec ChatGPT. Juste à partir du moment où on considère que c'est une conversation, c'est là le cœur en fait de l'expérience que vous allez pouvoir faire ou que vous avez peut-être déjà faite avec ChatGPT. Donc, comment ça se présente ? Il suffit de se connecter à l'adresse chat.openai.com et de créer un compte. On peut aussi s'identifier avec son compte Google, ce qui permettra en fait à l'application de conserver une mémoire de vos conversations. Donc sur la gauche, donc c'est quelque chose d'assez simple. Sur la gauche, on trouve toutes les conversations. Donc, ChatGPT garde en mémoire une conversation. Ça veut dire qu'on peut reprendre une thématique de conversation et la poursuivre. Et c'est là où il faut vraiment comprendre l'aspect conversationnel de mémoire de ChatGPT, c'est qu'on n'a pas à lui répéter ce qui aura été dit précédemment. On continue la conversation comme on le ferait avec son assistant. On n'a pas besoin de répéter les choses. Donc, alors par moment, quand c'est un peu saturé, l'historique n'apparaît pas.
mais ça finit toujours par se restaurer. Donc, on peut retrouver son historique de conversation sur la gauche et ouvrir une nouvelle conversation. Le but étant de ne pas, à un moment donné, mélanger les conversations, puisque du coup, ça ne donnerait plus grand-chose, comme ça ne donnerait plus grand-chose d'ailleurs avec un humain. Et il y a une partie en bas de l'écran qui est une partie où on va rentrer des consignes. C'est là cette partie où nous, on va rentrer en communication, donc à part du texte, et qu'on va donner des consignes pour interroger, demander à ChatGPT de faire des choses. Et ça s'appelle un prompt. Donc, ça va être un nouveau mot à la mode en 2023. On va apprendre une nouvelle compétence, ça va être d'apprendre à prompter. Et puis, on va aussi trouver des générateurs de prompts. Donc, ce sont les consignes qu'on donne d'ailleurs à toutes les IA. Si on donne un prompt basique, forcément, on va avoir une réponse basique. Et c'est là où l'outil peut être très déceptif. Si on donne un prompt précis, si ce prompt a du contexte et qu'on va lui donner de la précision, et on va vous donner des exemples, on va vous, tout de suite après, on va vous montrer comment on peut faire et comment on peut le faire en plusieurs fois, parce que l'idée, c'est pas d'avoir un prompt précis du premier jet, c'est encore une fois la conversation qui se fait à plusieurs niveaux. C'est l'or de l'intelligence artificielle, c'est vraiment le cœur de la compétence et de la richesse de ChatGPT. On vous donne là voilà, un exemple de marketplace de prompt, promptbase.com, et puis peut-être un nouveau métier qui va apparaître, qui vont être les ingénieurs, les prompt engineering. Donc, en fait, quand vous avez des réponses que vous trouvez assez moyennes ou limitées, et ce qui va être le cas au départ, puisque vous êtes vous-même en apprentissage, dites-vous bien que les réponses sont limitées parce que ce n'est pas les limites de l'outil, c'est les limites que vous avez mises ou que vous avez finalement, c'est le résultat de vos propres limites. Alors justement, un exemple. Ah, excuse-moi, voilà. Je te laisse donner ton exemple, Ben. Ouais, je vais vous montrer un exemple que j'ai utilisé. Et l'idée, c'est de vous montrer en fait le déroulement d'un prompt dans une conversation ChatGPT, justement. Donc l'exemple est très concret. J'ai créé un nouveau produit. J'ai une boutique en ligne qui s'appelle Les mots sont des cadeaux. Je vends des passeports. J'ai créé un nouveau passeport qui est un passeport pour le mieux, qui s'adresse donc à quelqu'un de malade, et c'est un livre d'or dans lequel les collègues vont écrire des petits messages et puis on va lui offrir. J'ai identifié, moi, des mots-clés de référencement qui sont livre d'or, carte à signer, collègue, maladie, cadeau malade, etc. Mon besoin très concret, ce que je vais vous montrer, c'est que j'ai besoin de texte pour la fiche produit sur Amazon, puisque ce produit est vendu aussi sur Amazon. Alors, j'ai fait une conversation préparatoire où j'ai voulu comprendre les atouts de mon produit, parce qu'il se trouve que j'ai déjà un produit très similaire qui est un passeport pour la retraite, qui est déjà vendu sur Amazon, sur lequel j'ai 275 avis clients. Je n'avais pas envie de me fader les 275 avis, je savais que j'avais une bonne note, mais j'avais besoin de comprendre sur quoi j'étais évaluée. Donc, j'ai prompté. ChatGPT met en évidence les 5 atouts du produit, donc passeport retraite, qui est un produit similaire, en 3 mots maximum, à partir de ces avis. J'ai fait un copier-coller des 275 avis Amazon, puisque j'ai moi une extension Chrome qui me permet d'avoir tous les avis en ligne. Je balance, donc je prompte ça, et j'obtiens donc 5 points clés qui sont les choses les plus mises en évidence dans les retours clients. Sachant que c'est un produit similaire, je vais utiliser donc ces arguments pour vendre un produit qui ressemble. Deuxième recherche préparatoire, je veux me souvenir de comment je fais une fiche Amazon efficace. C'est quoi les règles ? Puisque Amazon a aussi des critères de référencement qui lui sont propres. Donc, je prompte, liste-moi les règles d'une fiche produit Amazon efficace en 10 points par ordre d'importance pour le référencement Amazon. Donc, ChatGPT me fait ma checklist des 10 points
et ça me remet en mémoire donc les éléments clés. Voilà, je renforce mon apprentissage, ma connaissance de cet outil marketing. Et puis après, je passe donc dans la production d'un contenu. Donc là, je l'ai fait étape par étape pour vous expliquer un petit peu ce qu'on peut affiner, mais on pourrait imaginer le faire plus vite que ça. Donc j'ouvre une conversation principale où je vais d'abord lui donner le sujet. Donc n'essayez pas de lire les textes, hein, vous les aurez dans les supports, c'est juste le cheminement qui me paraît intéressant à partager. Je lui demande donc, rédige-moi une fiche produit Amazon pour le passeport pour le mieux. C'est un livre d'or pour une collègue malade. Donc, il me fait un premier texte. J'affine, je lui ajoute des contraintes. Et là, des contraintes de type argument de vente. Rédige en intégrant les atouts de ce produit. Sont, et là, je remets donc les atouts que j'avais identifiés dans le produit similaire et j'ajoute ceux qui sont liés à l'usage de ce produit en particulier. Il me refait le texte. Je suis toujours dans la même conversation. Je n'ai pas besoin de lui redire à chaque fois que c'est un passeport pour les malades, blablabla. Je continue ma conversation. Là, je lui donne une contrainte de structure de texte. Parce que pour Amazon, il y a une structure très spécifique. Je lui demande donc de rédiger avec un titre accrocheur et 5 bullet points. Il ne m'en faut pas 6. L'ensemble doit faire 100 mots maximum. Et là, vous voyez, sans le lire, que dans la forme, il me propose quelque chose qui est compatible fiche Amazon. Je lui ajoute ensuite des contraintes d'optimisation de SEO Amazon. Je lui demande donc, sans repartir, sans lui réexpliquer le contexte, optimise avec les mots-clés suivants, et donc je lui balance les 5 mots-clés que j'avais identifiés. Il me reformule le texte, il me rajoute des mots-clés aux bons endroits. Je lui mets une contrainte technique. Dans Amazon, il n'y a pas d'éditeur HTML, donc il faut intégrer le code HTML dans la production de texte. C'est un petit peu fastidieux. Je lui dis, ajoute les balises HTML de surbrillance sur les mots-clés SEO. Et donc là, il me réécrit les choses en mettant les balises de mise en gras. En fait, la surbrillance, c'est de la mise en gras dans le code HTML. Donc, ça veut dire que je peux faire à partir de maintenant un copier-coller dans Amazon sans retoucher le contenu. Maintenant, je vais plus loin. Ce qui me rédige, c'est du style ChatGPT. Ça ne convient pas, donc je vais lui mettre de la contrainte sur le style. Et là, je lui prompte, utilise un style direct, chaleureux et empathique. Il me reformule tout en gardant toutes les contraintes précédentes, en gardant les balises HTML, etc. Mais il va faire des phrases beaucoup plus chaleureuses, empathiques, avec un style direct. J'avais oublié de lui dire, mais j'ai besoin d'un appel à l'action. Donc, je lui rajoute la consigne, ajoute un appel à l'achat en fin de texte. Il me propose une petite phrase qui est donc dans un style chaleureux, direct, empathique, etc. Je n'ai pas besoin de lui redire, je suis dans la même conversation. Voilà. Copier-coller dans Amazon. Relecture avant, bien sûr. Un autre usage. Je reste dans la même conversation, donc il sait de quoi je parle, le passeport pour le mieux, blablabla. Je lui dis maintenant, j'ai besoin d'un autre format, j'ai envie de faire un article de blog sur ce nouveau produit sur mon site web. Je lui prompte, rédige un article de blog pour présenter le produit passeport pour le mieux, 800 mots, un titre accrocheur et poétique, 3 sous-parties, optimiser SEO pour cadeau pour un malade, style chaleureux, empathique, et avec quelques métaphores, je lui rajoute l'usage des métaphores parce que j'aime ça et que sur 800 mots, c'est possible. Il me réécrit avec ça. Un autre usage, je reste dans la même conversation, je lui mets une contrainte d'autre format, je lui demande de m'écrire un script vidéo pour faire, donc prompt, je rédige un script de vidéo YouTube de 10 secondes sur le produit. Donc il sait de quel produit il s'agit. Et là, il me rédige un script vidéo 10 secondes qui commence par l'image d'intro, la voix off et qui finit par un fondu au noir. Donc, il va me faire un truc assez classique que moi je trouve déjà pertinent. Je pourrais bien sûr le pousser à faire des choses plus originales, avec un contexte particulier, etc. Mais tout ça pour vous montrer que le potentiel du chat GPT, c'est la conversation. Cette idée que dans la même conversation, dans le même chat, vous n'avez pas besoin de répéter les choses. Il vous donne un truc brut, vous regardez, vous évaluez, vous mettez une contrainte en plus, vous lui demandez de corriger, vous lui demandez de faire mieux, vous lui demandez de faire plus original, vous lui demandez plein de trucs
pour arriver à ce que vous voulez. Il n'y a pas de bon résultat en une seule question sur ChatGPT. Sophie, Ricard demande en relecture si tu as vu des points de faiblesse, hormis la mise à jour de l'actualité à date. Oui, plein de trucs. Il dit des conneries, il fait des fautes de grammaire, il fait des répétitions. C'est là où il fait pas, c'est un assistant en fait, c'est comme un assistant, c'est votre job de chef, c'est aussi de relire, de faire travailler votre esprit critique et de dire non, ben là, tu me dis 2 fois le même truc à 2 paragraphes, ça fait une redite de sens, c'est pas clean pour mon lecteur. Donc oui, il faut rester hyper vigilant, mais il vous donne une base qui est géniale, quoi. Sur le cas de la fiche Amazon, je l'avais tellement contraint qu'au final, c'était copier-coller, en fait. J'ai changé quelques mots qui sont des mots que j'utilise moi dans l'univers de ma marque et que lui n'avait pas. Voilà. Mais oui, il fait plein de bêtises. Tant mieux. Alors, c'est quoi un bon prompt? En fait, moi, je vous ai mis une trame. Dans un prompt, il faut toujours commencer par une action, un verbe. Donc, rédige. J'ai mis rédige en gras parce que certains ont convenu que quand on lui dit écrit ou quand on lui dit rédige, il ne produit pas le même contenu et qu'apparemment, quand on lui demande de rédiger, il est plus fin dans son expression que juste écrit. Donc, rédige, mais ça peut être lit, synthétise, analyse, traduit, reformule, traduit, compare, invente, imagine. C'est là où vous pouvez vraiment aller très, très loin dans l'action que vous lui demandez. Précisez toujours le format final. Ne lui demande pas rédige un texte. Dis-lui rédige une fiche produit, rédige un article de blog, un titre, un post LinkedIn, une chanson, un script vidéo, un tableau, un slogan, une liste, un classement. D'accord? On est trop vague, on va avoir une sortie trop vague. Après, tu parles de ton sujet, sur quoi tu veux qu'il agisse. Ton sujet, il faut donner des éléments de contexte. Il est extrêmement fort pour déduire le contexte, en fait, parce que son corpus lui a permis de comprendre les trucs vachement vite. Mais sois explicite, en fait. Plus tu es explicite, plus tu auras de la qualité à la sortie. Il ne connaît pas ton métier, il ne connaît pas ton univers, il ne connaît pas ton territoire, il ne connaît pas ton pays, ta culture. Donc, au plus tu es explicite sur le sujet, au plus tu es contextuel et au mieux ce sera à la sortie. N'oublie pas de lui indiquer tes objectifs. Pourquoi tu veux rédiger cette fiche produit? Est-ce que c'est pour vendre, pour expliquer, pour informer? Dis-lui à quoi va servir le texte et demande-lui des appels à l'action précis. Il est très bon en appel à l'action. Et puis là où c'est l'art de prompter arrive, c'est dans ta façon de poser les contraintes. Il n'y a pas de limite aux contraintes. Tu peux le contraindre dans le nombre de mots, dans les arguments à mettre en avant, dans la structure. Demande-lui de faire de l'AIDA, demande-lui de faire du voyage du héros, demande-lui de faire des classements par des trucs bizarres, etc. Et surtout, demande-lui d'être différent. Il y a plein de gens qui disent « Ouais, ce qui sort, tout le monde aurait pu me dire la même chose. » Ok, alors demande-lui de penser différemment, de te sortir des arguments, mets-le en contrainte, des arguments originaux, des arguments que d'autres personnes n'auraient pas écrits. C'est vraiment toi qui dois piloter le résultat. C'est vraiment super important. Alors, on a pas mal de réactions, évidemment, et on s'y attendait, sur la mort des référenceurs ou encore la mort des développeurs, peut-être des nouveaux métiers, justement, de rédacteurs d'équations, enfin de prompts, que c'est très dangereux parce qu'il fait tout. Donc, c'est là aussi où on voulait rappeler que un assistant ne peut pas faire les choses seul. Donc, ça va forcément changer les lignes sur certains métiers, mais ça va surtout permettre de faire des choses qui pouvaient nous prendre du temps et sur lesquelles on n'avait pas le plus de valeur ajoutée. Mais il faudra quand même toujours dire à l'IA ce qu'il faut faire. Et donc, Ben venait juste de le dire, plus vous êtes explicite, plus la réponse l'est. Mais pour être explicite, il faut avoir des connaissances. Donc, on ne peut pas juste, vous ne diriez pas à un assistant, bon, ben, fais-moi le SEO de mon site internet. Ça, je pense que ça ne marcherait pas. Et avec ChatGPT non plus. Donc, il va falloir quand même lui donner et comprendre des choses pour les lui donner, pour les lui faire faire. Mais évidemment,
que certains métiers vont énormément évoluer en termes de gestion du temps et sur les compétences, pardon. C'est ce que dit Sophie, ça demande d'utiliser la compétence de base des marketeurs, oui, exactement. Salut Sophie. Cécile qui nous dit qu'elle voit pas ça comme une menace, car on reste le pilote, et c'est bien le but. Et puis en fait, nous, on n'avait pas vraiment envie de placer ça sur est-ce que c'est une menace, est-ce que c'est une opportunité. C'est là, ça va être là. Et l'idée, c'est plutôt apprendre à faire avec. On ne dirait pas aujourd'hui avec du recul, est-ce qu'on est pour ou contre Internet? Mais peut-être que quand Internet est arrivé, on avait les mêmes réactions de je suis pour ou je suis contre. Mais en fait, c'est arrivé et il nous a fallu, et ça a transformé nos usages. C'est ce qu'on pense aujourd'hui de l'IA et notamment de ChatGPT. Donc, ça va faire naître évidemment aussi un tas d'opportunités pour pas mal de personnes. Yvonique qui nous demande qu'en est-il des devoirs chez les étudiants. Ça, c'est un gros sujet. On voit aussi pas mal d'articles là-dessus. Moi, je viens de lire ce matin un article de Sciences Po qui interdisait à ses étudiants l'usage de ChatGPT. Donc forcément, il va y avoir de la résistance, le temps que des institutions apprennent à faire avec, et l'institution de l'éducation nationale va peut-être mettre un bout de temps, alors que c'est là aussi une très bonne opportunité, parce que l'idée, c'est pas de déléguer la rédaction d'un devoir, mais c'est plutôt d'apprendre. Si on connaît une méthode, on peut la donner à ChatGPT, on va relire, c'est une façon d'apprendre en fait, quelque part, le fait de déléguer des choses à un outil ou à un assistant. Mais il va falloir que l'usage s'ajuste, et c'est quand même un usage assez révolutionnaire. Ok, on va passer au style. Oui, parce que le style, c'est important. Si vous l'avez vu dans l'exemple, à un moment donné, Ben, elle demande à ChatGPT, bon, elle a un texte qui est propre, qui est optimisé, qui répond à ce qu'elle a demandé, mais qui reste dans un ton assez neutre, assez générique, et qu'on va très vite reconnaître. On va très vite reconnaître ce qui est du ChatGPT. Donc, le style va vraiment faire la différence, et c'est là où l'outil est intéressant, parce que ChatGPT peut gérer du style. Et le style, quelqu'un le mettait en commentaire, évidemment, c'est toi qui en es le chef. Chacun a son style, et on va pouvoir aider notre super assistant à adopter notre style ou à même le définir. Quelques idées pour prompter du style rédactionnel. Et c'est vraiment important que vous alliez jusque-là pour avoir un résultat optimal. On peut lui donner des consignes de style avec des adjectifs émotionnels, persuasifs, poétiques, comiques, informatifs. On vous a mis une liste, évidemment. Ça va vous demander aussi un exercice de dire quel style vous représente, ou là, on se raccroche à tout ce qui est identité de marque, par exemple. Bon, j'ai demandé la liste à ChatGPT pour le coup. La liste de style, demande la liste à ChatGPT pour essayer d'identifier celle que tu veux. Il va te faire une liste de styles d'écriture. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez tu vas alimenter ChatGPT, mais lui, il peut aussi t'alimenter. C'est-à-dire, quels sont les différents styles, comment je pourrais définir mon identité de marque si je te dis ça, ça, ça. Enfin, ça ne va pas que dans un sens, et il y a de la restitution. Aujourd'hui, avec Google, on est vraiment habitué à je rentre quelque chose et j'ai une restitution, point. Là, il y a vraiment cet effet ping-pong, et vous pouvez donner à ChatGPT un rôle, le rôle d'un expert marketing qui maîtrise le jargon et qui vous forme, le rôle d'un juriste, donc d'un professeur pour vous expliquer quelque chose, d'un conteur. On a vu des exemples fleurir sur le web d'histoires créées par ChatGPT. On peut lui donner un rôle de poète. Voilà. Donc, vous pouvez aussi lui donner le rôle d'un client. On va le voir plus loin. Vous pouvez très bien expliquer ce que vous faites, votre offre, les arguments, les objections, et puis lui dire, voilà, si tu étais un client potentiel,
quelles questions tu me poserais, et ça peut vous entraîner, vous pouvez vous challenger en fait avec ChatGPT parce que c'est une conversation. Vous pouvez lui donner en termes de style de rédiger comme un modèle célèbre, hein, comme Proust, Rimbaud ou encore Orelsan, puisqu'il a ça aussi dans son corpus. Vous pouvez très bien l'alimenter. Donc, vous pouvez copier-coller des articles que vous avez faits ou des posts ou des choses que vous avez écrites que vous lui mettez et vous lui définissez vous lui demandez quel est votre style et puis vous allez, alors ça, je suis sur j'ai sauté une étape, et vous allez lui demander de définir votre style. Et ça, dans ces cas-là, on te conseille de le garder pour en copier-coller quand tu vas aboutir à cette phase-là, lui dire, rédige-moi ça dans le style. C'est lui, en fait, qui va vous aider à définir votre style. Et on peut aussi s'inspirer du style de quelqu'un d'autre qu'on souhaiterait imiter, avec quelqu'un on se sent une proximité. Et là aussi, on peut l'alimenter avec du texte en disant, est-ce que tu peux utiliser le même style? Mais le style rédactionnel va vraiment être très important pour donner une coloration et pas tomber dans le monde de rédaction, enfin de contenu ChatGPT qui vont être assez lisses. Alors, tu peux donc changer le style de celui qui parle, mais ce qui est très intéressant en marketing, c'est que tu vas pouvoir prompter avec le bon langage, et le bon langage marketing, c'est celui de ton persona, en fait. Donc, tu peux lui donner, enfin, tu dois lui donner des indications de persona. Tu vas lui dire, rédige pour une mère de famille qui aime les voyages. Bon, je fais des raccourcis clavier. Hein. Rédige pour un responsable informatique qui connaît le jargon informatique. Il ne va pas parler pareil que son langage habituel, et tu lui dis qu'il connaît le jargon informatique, il ne va pas se gêner, il va balancer du jargon. Au contraire, tu veux déjargonner, tu précises sans jargon. Tu peux impacter le ton, c'est-à-dire si toi, tu as une ligne éditoriale dans ton univers de marque qui dit « moi, je tutoie mes interlocuteurs », comme c'est le cas avec Cécile, tu lui mets en contrainte, tutoie ou vouvoie ou écrit en inclusif ou utilise un niveau de langage familier ou soutenu ou très soutenu, parle comme au XVIIIe siècle, etc. Donc là, c'est vraiment l'idée d'adapter son langage à celui qui va lire. Et puis, tu peux jouer sur le niveau de langage. Il est très fort là-dessus. Rédige pour un enfant de 4 ans, pour un jeune adulte qui parlerait un peu réseaux sociaux, cliché, pardon, pour un expert scientifique, pour un marketeur débutant. Il va vraiment adapter les niveaux de langage, et les étudiants qui font faire leur disserte par ChatGPT le font très bien, rédige niveau lycée, rédige niveau collège, etc. Donc, tu vois que dans les prompts, en fait, pour prompter du rédactionnel, tu dois prompter sur le fond une action. Qu'est-ce que tu attends comme format au final? Quel sujet? Quels objectifs? Et là, de la contrainte. Comme tous les outils créatifs, plus il y a de contraintes, meilleur il est. Et puis, tu repasses une couche sur la forme, le style, avec du qui parle, et du à qui, avec l'introduction d'un possible persona. Alors, tu vois bien que ça fait beaucoup de choses sur lesquelles tu peux l'interroger. Alors, le choix, c'est est-ce que je fais un gros prompt qui embarque tous ces critères dès le départ? Moi, l'usage que j'en ai fait, je trouve que c'est plus intéressant et performant d'itérer. C'est-à-dire d'ouvrir une conversation et intégrer les consignes au fur et à mesure. Parce que ça permet de contrôler. Hein, des fois, je ne sais plus qui posait la question, des fois, il zappe une consigne. Donc, il faut lui remettre la consigne. Tu dis non. Alors, il ne faut pas lui dire non, il n'aime pas ça, mais tu lui dis reparle de ça, réintègre tel argument, etc. Et moi, ce que je conseille, c'est plutôt de le traiter dans une conversation, en itérant, et de traiter d'abord le fond et de passer après la forme, le style, en dernière instance. Voilà, après, c'est que mon expérience, même si j'ai beaucoup joué. Il y a peut-être d'autres façons de faire. Après, si ce n'est pas du rédactionnel, les prompts sont plus simples. Hein. En tout état de cause, ce qu'il faut comprendre, c'est que prompter, c'est un apprentissage. Comme tous les nouveaux outils, tu ne débarques pas sur ChatGPT en disant « je sais prompter ». C'est pour ça que les gens sont souvent déçus, c'est que ça demande un petit peu d'apprentissage et surtout de bien connaître ton métier. Tu restes le chef, je te rappelle. Et le chef, il sous-traite que des trucs dont il connaît les indicateurs clés. Il est capable de mesurer si ce qui est produit est bon ou pas bon.
Donc, tu dois connaître ton métier et tu dois activer ton cerveau. Mets en route ton esprit critique. Est-ce qu'il se trompe? Est-ce qu'il est à côté? Il peut faire vraiment des erreurs, hein. Sur tout ce qui est personnage, événement, etc. Il peut se tromper en vrai. Donc, esprit critique en veille, curiosité, imagination. Et derrière le travail de ChatGPT, il y a toujours ce travail de relecture, d'affinage, de complément. Pousser plus loin, ça c'est génial à faire. Il n'a pas de limite haute que les tiennes. Donc, pousse-le dans ses retranchements. Et puis, éventuellement, réécris des morceaux. On va voir tout à l'heure qu'effectivement, comme demandait Sophie, il y a moyen de savoir si c'est sorti de l'IA ou si c'est sorti de cerveau humain. Manuela demande s'il existe des listes de termes à utiliser pour rédiger les prompts et leur signification de champ précis. Si oui, où les trouver? On a tout à l'heure indiqué une marketplace de prompts, mais ce qu'il faut peut-être surtout retenir, Manuela, c'est que on parle à ChatGPT dans son langage. En fait, il est capable de comprendre, même si on doit être très explicite, notre langage courant et le langage d'un enfant de 7 ans. Donc, c'est plus une manière de lui poser des consignes qu'il faut apprendre que des prompts, mais il en existe, oui, de préétablis pour pouvoir apprendre à le faire et s'entraîner. Voilà, donc l'idée, c'est quand même de rester chef du truc pour l'instant. Hein. On va essayer de rester chef de l'outil. Et donc, c'est pas immédiat, c'est un apprentissage. Donc, plus tu auras pratiqué, plus ça va aller vite, plus tu sauras quoi lui demander, plus tu sauras comment le pousser dans ses retranchements. Voilà, donc nous, on essaye de t'aider à ouvrir les chakras là-dessus. Alors, en termes d'usage marketing, donc, on va te faire une liste. Voilà, on va pas développer tous les. C'est plus pour te montrer le champ des possibles. Il y avait une question, quelqu'un qui disait quelles sont les limites de l'exercice. On a presque envie de dire qu'il n'y a pas de limite à l'exercice. La seule limite, c'est que les connaissances de ChatGPT s'arrêtent en 2021, par exemple. Donc ça, c'est une limite. Mais sinon, on n'a pas trouvé beaucoup de limites. Et puis, on a mis, Ben vous a rappelé quand même le fait de vérifier, de relire, de rester maître de tout ça. En termes d'usage, on vous fait une liste. Alors, pourquoi je ne suis pas... Ah oui, non, c'est ta... Excuse-moi. C'était la bonne diapo. C'est pour toi, Ben. Ouais. Donc, vous rappelez quand même que pour être chef et délégué à ton super assistant, il faut connaître les bases du métier. Et nous, notre métier, c'est t'aider à t'apprendre les bases. Donc, on est cœur de cible. Hein. Aujourd'hui, tu peux demander des conseils marketing à ChatGPT. Il va te donner des trucs génériques géniaux. Nous, on pense qu'on a encore un petit peu d'avenir avec Cécile sur leur relation et sur le fait de s'adapter, d'adapter une stratégie marketing à l'individu qu'on a en face de nous. Et les bases du marketing, elles sont bonnes pour tout le monde à connaître et en particulier pour piloter l'IA aujourd'hui ou demain. Donc, c'est notre métier. Donc, si ça t'intéresse, c'est pas mon truc.com. Voilà, le petit interstice publicitaire. Alors, en termes d'usage, donc comprendre, se former, approfondir le marketing. Donc, tu peux utiliser, demander à ChatGPT de t'expliquer des concepts. D'ailleurs, tu peux lui demander de te les expliquer d'une manière que tu aimes bien, avec des métaphores, avec des exemples. Enfin, voilà, hein, tu l'as vu, l'idée, tu peux être très explicite sur la façon dont tu as envie d'avoir ces explications. Tu peux lui demander des exemples de stratégie, des conseils généralistes, comment faire. Généralement, enfin, on l'a testé sur des comment faire, c'est très pertinent. Tu peux lui demander de te former sur certains points et de challenger tes connaissances en te créant un quiz, par exemple. Ça, c'est une forme d'usage. Donc, c'est une encyclopédie, c'est vraiment une source de savoir énorme. Donc là, on le dit en marketing, mais pour tous les sujets de la vie, en vrai, c'est une vraie ressource d'apprentissage.
sur le marketing stratégique. Donc, on les liste très rapidement parce qu'on est déjà un petit peu à la bourre. L'idée, c'est juste de vous faire prendre conscience des choses. Les études de marché, il peut t'aider, il sait très bien analyser beaucoup de données en même temps, il sait très bien synthétiser des données, il sait très bien identifier des opportunités, formuler des tendances, faire des SWOT. J'ai vu une question passer, est-ce qu'il fait des textes ou des tableaux? Oui, il sait faire les tableaux, mais il ne sait pas faire les visuels. Bon, demain, dès qu'il va connecter ChatGPT avec DALL-E, il va se passer des trucs. Mais aujourd'hui, il peut faire des tableaux simples si tu lui mets en contrainte de sortir en tableau en donnant ce qu'il y a dans les colonnes. En micro-marketing, le travail sur le persona, qui est quand même le cœur du réacteur, il t'aide à fabriquer des scripts d'études quanti, des scripts d'études quali. Il peut jouer le rôle d'un persona, il peut te donner des listes de besoins, de problèmes d'un persona. Bon, c'est là où moi je considère qu'à moins de travailler sur un marché vraiment global, on a une typicité culturelle en France et puis régionale, et puis on a toujours des personas qui sont des niches de chihuahua aujourd'hui. Donc, ça ne remplacera pas l'idée d'aller au contact de ta clientèle. Mais ça peut déjà te donner des idées pour construire ton persona, ton hypothèse de persona. L'analyse de la concurrence, alors il est très bon, hein, il peut analyser les avis de ton concurrent sur son site, il peut analyser des messages de positionnement, il peut te faire des listes d'entreprises, il peut te donner quelques données web, hein, même s'il n'est pas connecté au web en temps réel. Pour les gros concurrents, ça ne marche pas sur des petites structures, il peut vraiment te sortir plein de trucs analytiques de la concurrence. Sur l'offre, évidemment, c'est un outil formidable de brainstorming, puisqu'on l'a vu qu'il était capable de générer, de créer des liens. Tu peux lui le challenger sur des opportunités, des concepts, également des noms ou des slogans. Voilà, ça fonctionne bien. Tu peux lui demander de comparer des offres, des messages, de lister des bénéfices, etc., etc. Donc là aussi, à chaque fois, en fait, je trouve que par rapport à un solopreneur, par exemple, du coup, il n'est plus jamais seul. En fait, il a un sparring partner qui est présent avec lui pour travailler ensemble. Ouais, moi, je lui mets le bonus du bonus. Je lui mets sur le brainstorming, création de noms, création de concepts. C'est mon meilleur ami. Voilà. En SEO, alors je ne suis pas du tout spécialiste du SEO. Quelques-uns parmi vous vont me rattraper à la volée. Il peut t'aider à optimiser un contenu que tu as déjà fait. Il peut te suggérer des listes de mots-clés sur un thème. Il peut t'aider à rédiger des métabalises. Il peut reformuler des textes sans duplicate, hein, à l'infini, puisqu'il sait reformuler, c'est son métier de base. Tu lui copie-colles un texte venu de chez toi ou d'ailleurs, j'ai envie de dire, et il va le synthétiser, en faire 3, en faire 4 articles différents. Tu peux tout lui demander. Ce qu'on appelle le spinning. Une petite mention, attention, les textes rédigés par l'IA sont reconnaissables. Donc, je vous ai mis, il y a plein d'outils pour vérifier si un texte est à probabilité IA ou à probabilité humaine. Je vous en ai mis un que j'adore qui s'appelle Copylix, il est en français. Vous balancez n'importe quel morceau de texte dedans, il va vous dire probablement l'IA, probablement l'humain, certainement l'humain. Et en fait, ça ne se joue pas du tout sur le style, hein. On pense parfois qu'en passant du style ChatGPT à un style personnalisé, même tu le fais parler comme Proust ou comme Orelsan, tu le balances dans une reconnaissance d'IA, ils savent que c'est de l'IA pour d'autres raisons qui sont beaucoup plus liées au rythme des phrases et c'est imperceptible en fait à l'œil. Donc, Google a fait les gros yeux en disant « oulala, c'est du spam », là, si vous me balancez sur le web des articles rédigés par l'IA. Oui, ça fait peur quand Google fait les gros yeux, mais ils vont sortir d'ici 2 mois leurs propres outils d'IA et on verra s'ils nous interdisent de les utiliser sur le web. En tout cas, aujourd'hui, précaution, alerte, je ne suis pas spécialiste, mais en tout cas, il se dit à peu près tout et son contraire, mais c'est certain que Google a fait les gros yeux et qu'il pouvait pénaliser comme du spam des contenus qui avaient l'air sortis de l'IA. Et s'ils ne répondent pas de toute façon aux attentes du lecteur, Google ne va pas se gêner pour les pénaliser. Alors ouais, vas-y. Sur les réseaux sociaux, donc il peut analyser des sentiments, par exemple depuis des commentaires, vous pouvez lui demander de faire une synthèse
parce que souvent, l'œil humain va voir les commentaires plutôt négatifs, mais on peut le faire sur des commentaires ou des avis de concurrents, de voir ce qui ressort. Il n'est pas capable d'empathie ou d'émotion, mais il est capable d'analyser des sentiments. Évidemment, vous pouvez lui demander des idées de contenu sur une thématique ou avec un persona en particulier ou un angle en particulier. Vous pouvez lui demander de l'aide sur la définition d'un style éditorial, la rédaction de posts, on l'a vu, c'est très performant. Trouver des hashtags, vous aider à répondre aussi à des messages privés, pourquoi pas aussi des commentaires, de vous donner des idées de script vidéo pour TikTok, YouTube, des stories, donc de vous écrire, on l'a vu dans l'exemple de Ben, hein, de recycler aussi des contenus sans que ça soit de la duplication, de créer des messages publicitaires pour des annonces, etc., etc. Donc là, sur les réseaux sociaux, les usages sont assez vastes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il connaît les usages des réseaux sociaux. C'est-à-dire que si tu lui demandes de rédiger un post LinkedIn, il a déjà intégré, lui, les bonnes recettes, les bonnes pratiques du post LinkedIn. Et si tu lui demandes un script de vidéo TikTok, il ne va pas te sortir le même script que pour du YouTube, par exemple. Donc, il a quand même intégré plein de choses implicites qui ne t'obligent pas à tout redire. Voilà. Donc, ça, c'est super puissant. Alors, dans la rédaction, parce que c'est là où on l'attend beaucoup, trouver des idées d'articles. Alors, fini le vertige de la page blanche. Tu as ChatGPT. Créer des plans d'articles, hein, tu n'es pas obligé de lui confier la rédaction, mais tu peux lui confier le plan. Tu peux lui demander de rédiger dans la totalité, astérix, attention, rédiger tes fiches produits dans la totalité, t'aider sur les newsletters, imaginer avec toi du storytelling, des exemples, tu vois, tu as un message à faire passer, tu cherches un exemple, une analogie, une métaphore pour passer l'exemple. ChatGPT fait super bien ça. Il peut t'aider à mettre de la structure dans tes contenus. Tu as déjà rédigé un truc, tu lui dis « ouais, mais refais-le en mode AIDA, refais-le en mode voyage du héros ». Il est très bon là-dessus. Tu peux lui demander de corriger, d'améliorer tes textes. Alors, si je lui fais une confiance très relative sur la correction orthographe et grammaticale en français, mais en tout cas, il peut améliorer. Tu peux lui demander s'il n'y a pas trop de répétitions. Tu peux lui demander son avis sur ton style. Il va te dire « ouais, c'est un peu lourdingue, c'est un peu les phrases sont trop longues, machin ». Alors, tu lui dis « corrige ». Créer un glossaire technique, une FAQ, il est très bon en fait au quiz, hein, donc il peut t'aider à formuler des FAQ. Et puis un truc que j'adore, moi, c'est, je regarde beaucoup de vidéos. Quand j'ai pas le temps, je prends le script, je copie-colle le script de YouTube, je le balance dans le ChatGPT, je lui demande de sortir les 5 idées clés de la vidéo. Il est très fort à ça, mais tu peux lui demander en format de sortie un article de blog qui explique une vidéo, enfin tu peux tout lui demander. Je remets l'alerte sur l'attention, les textes rédigés par l'IA sont reconnaissables. Et a priori, ils le seront longtemps puisque ChatGPT a même l'intention de coder pour qu'on puisse sourcer que c'est du contenu sorti de ChatGPT. Alors, en termes de marketing commercial, on en a parlé un petit peu. Vous pouvez le challenger pour identifier des arguments et des objections à votre produit ou votre service. De l'aide sur la rédaction d'une page de vente, on l'a vu un petit peu tout à l'heure avec la fiche produit. Ça peut être aussi de rédiger ou d'améliorer un pitch. Un pitch, il doit être synthétique. C'est généralement là qu'on souffre le plus. Donc, on peut très bien demander il est très fort aussi dans la synthèse. On peut très bien lui donner un texte et lui dire, voilà, je voudrais résumer ce pitch en X paragraphes en ne reprenant que les idées principales. On peut lui demander de rédiger un email de prospection, ce qu'on appelle le cold emailing, des mails d'automation, des séries, des suites de mails, de répondre aussi à des mails clients, tout ce qui concerne le SAV, et que ça puisse même le faire avec des choses assez personnalisées. Et puis, ça faisait partie d'une des questions, ça peut aussi être intégré en chatbot sur un site. Alors là, il faut passer par l'API en fait de ChatGPT pour pouvoir en faire un usage et l'entraîner à ses propres données et pourquoi pas voilà le plugger sur son site internet.
Alors, il y a plein d'autres usages. Il peut écrire un discours, il peut synthétiser, ordonner tes notes, il peut découper un gros contenu en plusieurs slides très synthétiques, il peut faire un brief graphique. Donc, le brief, ça peut être un prompt pour Dali ou pour Midjourney, mais ça peut être un brief pour des vrais graphistes, pour une vraie agence. Il peut répondre aux demandes de stage, aux candidatures de façon très personnalisée. Encore une fois, l'idée, c'est pas d'enlever de l'humain, c'est de faire le job et l'humain, après, met le bonus, la cerise sur le gâteau. Voilà. Pour aller plus loin, on ne va pas aller beaucoup plus loin aujourd'hui. ChatGPT, il y a donc l'annonce de Microsoft en mars, ils vont les intégrer dans les outils du pack Office. Il y a une extension en Chrome qui te permet d'avoir le ChatGPT sur Chrome. Le Playground, on n'a pas le temps d'en parler, mais ça, c'est vraiment... Voilà. Lors de l'OpenAI, c'est le Playground de ChatGPT-3, de GPT-3, qui n'est pas du tout le chat, pardon. Un répertoire d'outils. En fait, aujourd'hui, à partir du GPT-3 ou de n'importe quelle autre IA, il y a plein de gens. Aujourd'hui, il y a des milliers de start-upers qui créent des outils verticaux, donc des outils spécialisés, qui viennent interroger ChatGPT ou le GPT-3. Allez sur futurpedia.io, il y a des centaines de sites internet qui travaillent sur l'intelligence artificielle, qui te permettent de faire des trucs complètement dingues. Voilà. Je te laisse finir, Cécile. Ouais, je voulais répondre à une question d'Yvonique qui demandait si aujourd'hui c'est gratuit, mais ça va pas devenir payant parce que marché juteux, oui, ça va, il va y avoir c'est déjà annoncé auprès de certains, ils sont déjà en train de le monétiser, mais il y aura toujours une version gratuite. Et puis, ChatGPT, là, nous, on fait le focus là-dessus, mais il va y avoir plein d'autres IA, puisque même Google est en train de sortir son IA à plugger sur le moteur de recherche. Est-ce que Copilix est payant? Non. Ok. Pour un usage limité, hein, si tu lui balances 50 textes par jour, il va te bloquer. Mais un usage de première intention comme ça, il est gratos. Et en français, et s'il devient payant, eh bien, tu en cherches d'autres, il y en a plein sur le marché. Alors, les trucs à pas faire, à ne pas faire. Alors, éviter de chat GPT le soir, les serveurs étant saturés, puisque le soir, c'est le matin en Californie, donc est pris d'assaut. Donc, vous aurez plus de chances de jouer avec chat GPT et de prompter le matin. L'humour, c'est pas étant quelque chose de très culturel, c'est pas le fort de ChatGPT. Donc ça, c'est ce qui nous restera aussi, bien sûr, en tant qu'humain. L'actu, on vous l'a dit, puisque sa base de données s'arrête en 2021. Donc si vous le questionnez sur la guerre en Ukraine, il n'y a pas ces informations-là. N'oubliez pas de sauvegarder des prompts utiles. Comme ton style, par exemple, pour pouvoir le copier-coller et le réutiliser. Et puis, évidemment, on l'a répété plusieurs fois, ne jamais copier-coller sans repasser son propre cerveau dessus. C'est pas un outil magique, c'est un assistant. Et pour avoir un assistant, il faut un chef. On le répétera jamais assez. On a quelques minutes pour peut-être prendre. Je voulais voir les. Donc, on a fait une synthèse là des choses qui pouvaient être très pratico-pratiques dans un usage marketing. Imaginez que ça pourrait être ça dans tous les autres métiers, qu'on pourrait aller encore plus loin. On commence juste à jouer. Comme l'a dit Marie-Églantine, ChatGPT, c'est le Minitel de l'Internet. On est au balbutiement des IA qu'on peut soi-même interroger en langage naturel. Donc, toutes les limites qu'on lui voit aujourd'hui, elles vont sauter très rapidement. Et il y en aura d'autres, bien sûr, qui seront beaucoup plus problématiques. Et évidemment, ça prend du temps. Je suis d'accord avec Marie-Églantine. Ça en fait gagner, mais pour en faire gagner, il faut y mettre aussi du temps. Et évidemment, l'idée, c'est de gagner en pratique de plus en plus. Je pense qu'au-delà du temps, c'est aussi de se dire qu'on gagne sur des tâches qui sont pas les plus exaltantes à faire ou qui nous passionnent pas le plus. Ludovic demandait si on pouvait générer un autre format que du texte, un tableau ou graphique, par exemple.
tableau, oui. Graphique, non. Pas encore. Voilà. Sur le temps, je rebondis sur le temps, en fait. Ça nous renvoie à nous, entrepreneurs ou professionnels, dans la gestion de notre temps. Pour moi, la bonne pratique, c'est de se dire qu'est-ce qui, dans mon quotidien, est récurrent, qui me prend du temps, qui est de l'ordre de GPT. Et si c'est récurrent et que ça vous prend du temps, réfléchissez à des prompts qui vont vous automatiser ces trucs-là. J'entendais des témoignages de gens en agence marketing qui estimaient avoir gagné 30 ou 40% de temps parce qu'ils ont identifié les tâches non stratégiques qui pouvaient être confiées à ChatGPT. Je pense qu'on a tous dans notre quotidien cette ressource. Peut-être que c'est qu'1 heure par jour, peut-être que c'est plus que ça, mais penchez-vous sur le sujet. Quand est-ce que je rédige? Qu'est-ce que je rédige? Qu'est-ce que je pourrais confier à ChatGPT? Alors, Céline nous dit qu'elle vient de s'inscrire, mais qu'elle ne voit pas de version française. Il n'y a pas de version française ou anglaise, il suffit de lui parler en français, en fait. Donc, ou alors j'ai pas bien compris la. Voilà, on arrive sur Chat. Il est capable de comprendre toutes les langues, en fait, ChatGPT. Est-ce qu'on peut lui demander une recette de cocktail? Oui, vous pouvez lui dire que dans votre frigo, il vous reste une pomme de terre, un œuf, du lait et qu'est-ce que vous pourriez cuisiner avec ça? Et il va vous donner des recettes. Vous pouvez lui demander, je veux perdre X poids. Enfin, en fait, là, nous, on vous a évidemment zoomé les usages dans l'entrepreneuriat et le marketing. Mais ce sont des usages à tous les niveaux de notre vie pro et perso, en fait. Je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. Tout est en anglais. Ouais. Ok, vous avez trouvé ça instructif, tant mieux. Ça vous a donné envie de tester. Apparemment, même l'après-midi, ça peut être difficile. Alors, n'hésitez pas à rafraîchir aussi votre navigateur. Parce que moi, je croyais que j'étais bloquée aussi qui me disait qu'il était toujours pris. Et à un moment donné, j'ai retapé vraiment le début de l'adresse et j'ai rafraîchi, j'ai enlevé les caches et j'ai pu y accéder. Donc, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. A priori, les premières versions payantes qui vont sortir, là, certains usagers ont déjà eu de l'info là-dessus. Ce sera à peu près 40$ par mois et la promesse, c'est d'avoir la disponibilité des serveurs parce que tu as payé, alors que quand tu ne payes pas, ben, un coup ça marche, un coup ça ne marche pas. C'est pour ça qu'on ne fait pas de démo ce matin, il y a trop de risques. Ouais. Et autre astuce, alors c'est un petit peu plus technique, je vous ai parlé du chat GPT, langage naturel. Le GPT-3, c'est toujours OpenAI, c'est la même façon de fonctionner, mais ce n'est pas du langage tout à fait naturel. Le GPT-3, il est toujours disponible quasiment, les serveurs sont beaucoup plus, tiennent mieux. Et vous y accédez aussi depuis la page d'OpenAI, c'est ce qu'on appelle le Playground, et c'est encore plus puissant. Alors, quelqu'un nous dit que la limite, c'est que ça ne soit pas connecté à Internet, donc c'est un peu limitant. Ça le sera très probablement, donc ça nous laisse le temps déjà de jouer avec et d'apprendre à l'utiliser step by step. Je sais plus qui disait, voilà, Patricia, il n'y a plus qu'à jouer, en fait. Ayez cette curiosité de jouer avec, de le challenger, de vous challenger, et vous allez voir que voilà, ça peut créer des choses assez incroyables, assez bluffantes. Voilà, c'est un bonus à tous les curieux et à tous les gens qui posent des questions en général. On va vous envoyer le replay, le support et un petit questionnaire parce qu'on aimerait vraiment connaître, vous, vos usages, votre point de vue sur cet outil-là. Donc, merci d'avance pour répondre aux 3 questions qu'il y aura dans ce petit questionnaire. Voilà. Et Yvonique, le thème du prochain, on ne l'a pas encore, on vous en tiendra informé. Voilà. Merci beaucoup, en espérant que ça vous a appris des choses et que vous allez pouvoir aborder l'outil voilà, de façon optimale et joyeuse. N'hésitez pas à nous faire des retours et puis voilà, avançons en 2023 avec l'intelligence artificielle et surtout en restant dans l'humain. Merci beaucoup de votre présence, de vos questions, de vos réactions. Ça a été très, très intense dans les commentaires. Donc, c'est un sujet qui vous intéresse.
et c'est tant mieux. Voilà, on est ravis. Merci beaucoup. Merci à tous et à très vite. Bye bye.